a tellement de gens dans le monde, en tout cas qui parlent français, j'imagine qu'ils font ça aussi dans d'autres langues, de pouvoir étudier, que ce soit la halachot, que ce soit le judaïsme en général. Et Bezrat Hashem, les lois du Shabbat, elles sont immenses. Et il y a écrit que quand on n'étudie pas les lois du Shabbat, c'est pratiquement sûr qu'on va être Mechalel Shabbat, qu'on va transgresser les lois du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de détails, tellement de la faute en général, on ne sait pas où commencer, où terminer pour savoir ce qu'on doit faire. Donc, Bezrat Hashem, le but du jeu dans ces 12 cours, Bezrat Hashem, c'est d'essayer, en 12 cours de voir le maximum de halachot, déjà la veille de Shabbat jusqu'à Motsai Shabbat, toutes les halachot qui ont fait. Et ce qui est le plus important, je crois même plus que le cours lui-même, ce serait surtout les questions qu'il y aurait sur les halachot Shabbat. Donc, n'hésitez pas à n'importe quel moment de poser des questions qui sont faites à vous-même spécifiquement dans votre maison. Et je laisserai aussi à la fin de chaque cours quelques minutes pour poser des questions qui peuvent être ou sur la halachot qu'on a parlé, ou sur d'autres halachot qui ont fait un Shabbat, ou même si quelqu'un a d'autres questions à halakha. Je ne sais pas toujours la réponse, mais maximum, même si je ne sais pas, je note la question et la semaine d'après, je donnerai Bezrat Hashem une réponse. Maintenant, chaque cours, ce sera, j'essaierai Bezrat Hashem de faire chaque cours une unité entière d'un sujet ou plusieurs sujets. Donc quelqu'un qui a raté, je ne sais pas que maintenant il ne peut pas continuer le prochain cours, il n'y a pas de problème, il peut continuer. Et le sujet qu'il a raté, il pourra compléter, comme ce qu'il a dit Harry, avec les enregistrements. Maintenant, encore un détail qui peut servir. Si vous voulez bien noter mon numéro de téléphone, comme ça, si quelqu'un a des questions, même pendant la semaine, pas seulement le dimanche à 8h, alors vous êtes toujours invité à appeler pour poser vos questions. Je ne réponds pas toujours, parce que des fois c'est compliqué. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer des SMS. Et sinon, au maximum, je rappelle et j'essaierai de vous aider dans vos questions, tout ce qui a trait à la halakha. Maintenant, comme on a dit, les halakhot du Shabbat, elles sont, la Gemara dit qu'elles sont larges comme la mer. Et c'est tellement important de les étudier parce que, comme on dit dans les Chadodi, Ikrat Shabbat le Rouven Elcha, I Mekor Haberacha. Shabbat, c'est la base, c'est la source de toute bénédiction. Il y a une histoire, on va prendre une histoire avant de faire la halakha. Il y a une histoire très connue du Chafetz Chaim, Rabbi Meir, Israël Cohen Miradin, lui qui a écrit le livre sur les halachot du Lashon Hara. Alors une fois, il était dans un village et il a entendu que les gens ne respectaient pas le Shabbat. Les gens qui avaient des magasins, ils ouvraient le magasin Shabbat. Et alors, il a fait une réunion avec tous ces gens-là qui ouvraient Shabbat. Il leur a parlé de l'importance, etc. Qu'est-ce que ça amène à la famille, qu'est-ce que ça dans la vie juive en général, etc. Donc, il a énormément expliqué, parlé, il s'est tourné vers leur intellect et vers leurs sentiments, etc. Et vraiment, ils ont été convaincus, ils ont pris sur eux de fermer les magasins Shabbat. Mais ils ont dit, on a un problème. On a un problème. Parce que celui qui a le plus grand magasin ici dans le village, lui, il n'est pas là maintenant. Et donc, lui, il va ouvrir, il va tout l'argent, il va le prendre, et nous, on va tout perdre. Alors, on est d'accord de fermer si lui aussi, il est prêt à fermer. Mais s'il ne ferme pas, alors, nous aussi, on ne ferme pas. Donc, Chafetz Chaim, il a envoyé quelqu'un pour appeler cette personne-là. Cette personne a dit, moi, je ne connais pas le Chafetz Chaim, je ne viens pas. Et Chafetz Chaim, il a envoyé de nouveau quelqu'un. Il dit, je ne viens pas. Et quand Shabbat est arrivé, alors cette personne-là, quand il s'est levé, il a eu une très grande douleur dans le ventre. Et il a dit, attends, ça va passer, je vais aller au travail, tout va passer. Et quand il est arrivé au travail, il a vu que c'est devenu de mal en pis. Et il est rentré chez lui, et il était au lit, il a senti qu'il allait y passer. Alors il a dit, je sais très bien pourquoi je vais y passer. Parce que j'ai manqué de respect au Chafetz Chaim. Alors il a envoyé sa femme appeler le Chafetz Chaim. Alors Chafetz Chaim, la femme est venue, le Chafetz Chaim était avec ses élèves. Alors elle a demandé, est-ce que le Rav peut venir, mon mari l'appelle, il veut lui parler. Elle a dit, non, je ne viens pas.
Les élèves étaient très étonnés. Ils ne connaissent pas leur rave comme ça. Même si, ok, cette personne, elle s'est mal comportée. Ça vient que Raphaël Chaim, il a un cœur grand comme le monde, et donc il va bien sûr pardonner. Non, il a dit, je viens pas. Alors elle est retournée chez elle. Et le mari, en pleurant, il a dit, je te supplie, retourne et dis-lui que je sais que j'ai fauté, mais je demande qu'il vienne seulement 1 minute. C'est la dernière volonté d'un mourant. Je demande qu'il vienne 1 minute. Alors Raphaël Chaim, il est venu et cette personne-là, elle s'est mise à pleurer, elle a dit, je sais que c'est à cause de toi, maintenant je suis dans cet état parce que je t'ai manqué de respect, alors je veux que tu me bénisses pour que je fasse, que je sois en bonne santé. Alors en fait, elle dit, je ne peux pas te bénir. Il dit, pourquoi pas? Il dit, je veux faire tu vas. Il dit, je ne peux pas te bénir. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que qu'est-ce que tu veux de moi? Une bracha? Tu veux une bénédiction? Aval le Shabbat, ou makor bracha. Shabbatim ilizot, au froid provalavo. Quand le Shabbat, il arrêtera de crier, parce que tu le transgresses, alors la réfoua, la guérison, elle viendra. Donc c'est tellement important, on dévoile le Shem, on connaît tous la bracha dans notre maison, et la guérison, et la parnassa, etc. Le Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Donc, dévoile le Shem, on va essayer de étudier le maximum qu'on peut pour savoir tous les détails de la halakha. Ce Rav Shalom, on ne transgresse pas même la plus petite halakha. Nous commençons. Il y a une marloquette parce que le fait de prendre du plaisir Shabbat, toujours on parle de ce qui est interdit Shabbat, et on oublie le plus important. Tout ce qui est interdit Shabbat, c'est que seulement pour qu'on puisse prendre le maximum de plaisir. Toute la semaine, on est en train de courir, on est avec le téléphone, avec l'ordinateur, etc. On n'a pas le temps de s'arrêter une seconde pour être avec nous, avec notre famille, avec notre femme, avec les enfants, etc. Donc, il y a une mitzvah de Onek Shabbat. C'est une marloquette, c'est de Raïta ou c'est de Rabbanat, c'est pas important. Quoi qu'il en soit, il y a une mitzvah de Onek Shabbat. Et donc, une personne doit faire le maximum qu'elle peut pour se préparer à Shabbat, pour avoir le maximum de plaisir Shabbat. Que ce soit par rapport au manger, il doit acheter toutes les meilleures choses qu'il a, et que personne ne croit, oui, mais ça coûte cher. On achète tout mon fumée, on va acheter, je sais pas, toutes sortes de choses, de boissons comme ça. Il est écrit que toutes les hautes saotes, et quelqu'un, il dépense de l'argent pour Tishrei. Tishrei, c'est le Rashi Tevot. Tav, Talmud Torah, Shin, Shabbat, Resh, Rosh Chodesh, Yud, Yom Tov. Toutes ces choses-là, si c'est Shabbat, ou Yom Tov, ou Rosh Chodesh, ou Talmud Torah de ses enfants, ça, c'est pas dans les comptes. Parce que Dieu, il a promis à la personne, au début de l'année à Rosh Hashanah, de lui donner, alors ça ne rentre pas dans les comptes. Quand un homme, il dépense pour les votes Shabbat, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il dépense, on lui rembourse, il n'y a pas de problème. Donc un homme, il doit faire le maximum pour acheter le maximum de choses. Et donc, il est écrit dans la halakha qu'on doit faire en sorte, même ceux qui ne sont pas, il faut être ramenable de rocher, il ne faut pas manger, on va parler un peu dans quelques minutes, des repas qu'on a le droit de faire le vendredi. Quoi qu'il en soit, ramenable de rocher, on doit être prévoyant. Et donc, le vendredi, il faut manger beaucoup. Comme ça, on arrive avec appétit quand on arrive à Shabbat, pour avoir du plaisir. D'accord? Et donc, il est écrit dans le Mishnah Berurah qu'il faut au moins 2 plats. D'accord? Et si c'est possible, un des plats, ce sera la viande, et un des plats, ce sera des poissons. Et le Mishnah Berurah explique que c'est bien de manger du poisson à chaque repas. Bien entendu, c'est pas facile de manger 3 repas à chaque fois, 2 plats, c'est très difficile. Nous, ce qu'on fait par exemple à la maison, c'est très simple. Alors, le deuxième repas, c'est affiché, on met des petits crackers avec ou du herring, ou du saumon fumé, ou du thon. Ça change rien. Quelque chose, vraiment un tout petit chose, rien que pour dire qu'on a mangé aussi du poisson, comme le dit Mishnah Berurah. Maintenant, ça c'est très important de savoir, c'est pas une obligation de souffrir. C'est-à-dire si quelqu'un, il n'aime pas le poisson, il n'est pas obligé de manger du poisson. D'accord? Si quelqu'un il aime le poisson, alors c'est bien de manger aussi le poisson, mais, encore une fois, c'est que si la personne elle aime, et elle a du plaisir. D'accord? De la même manière, quand on prépare le Shabbat, c'est bien pour la femme, c'est pas la femme, alors, sinon, alors Angel, de faire des chalot du Shabbat, ça amène le Shlom Bayit, ça amène la bracha, la chala, on sait aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Il y a beaucoup des femmes qui font des
des réunions comme ça, des grandes réunions, et que tout le monde fait la Shabbat, et il y a beaucoup de boulotte là-dedans. Donc, c'est bien de faire ça et le Shabbat, et de préparer le pain et le mot Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on a le droit de faire la veille de Shabbat et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire la veille de Shabbat? Normalement, de voyager la veille de Shabbat, on n'a pas le droit de voyager plus de 12 km. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Mais et la raison, c'est parce que les gens, on va venir chez eux, même si c'est à la maison, les gens ils savent pas. C'est pas comme aujourd'hui, on a les téléphones, etc. Tout le monde sait où on va, quand on vient, quand on part, etc. Donc il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, les gens ils ne savaient pas. Donc on ne voulait pas que la personne elle arrive 5 minutes avant Shabbat et qu'on va vite préparer pour qu'il puisse lui aussi avoir à manger. Et donc on va faire le Shabbat. On va transgresser Shabbat parce qu'on va devoir continuer les préparations aussi pendant Shabbat. Mais aujourd'hui, tout le monde, d'abord, au Hachem, on n'est pas dans la même situation qu'il y a 500 ans à l'époque du Shulchan Aruch. Les gens ils préparent jamais juste. Ils préparent plus. Et de toutes les façons, aujourd'hui, il y a les téléphones, donc les gens, on peut prévoir. Mais, à part le fait de prévoir la nourriture, il y a un autre problème de voyager la veille du Shabbat. C'est que souvent, on voyage et on prend un temps spécial pour arriver à telle ou telle destination, tel ou tel endroit. Et des fois, ça prend plus de temps. Des fois, il y a une roue qui a explosé, il y a un embouteillage, etc. Donc, là, on a l'habitude, Erev Shabbat, si quelqu'un voyage, si par exemple, on va donner un exemple, il voyage de Jérusalem à Tel Aviv, Jérusalem à Tel Aviv, ça prend 1 heure, alors il ne voyagera pas 1 heure avant Shabbat. Parce qu'il prend un risque, donc il prend le double du temps. D'accord? Il voyage 2 heures avant Shabbat. Il n'est pas obligé de faire que 12 km, mais au moins de prendre le maximum de recul, s'il peut encore plus, encore mieux. D'accord? Mais bon, on ne peut pas s'incruster les gens 4 heures avant Shabbat. Donc, mais au moins, de prendre le double du temps pour ne pas prendre de risque, comme ça, une pièce d'embouteillage, alors on est à l'heure et on ne prend pas de risque. D'accord? Maintenant, ça c'est des points de vue des voyages. Maintenant, les repas, les Erev Shabbat. D'accord? Même un repas qu'on a l'habitude de faire tous les jours, alors Erev Shabbat est écrit qu'il vaut mieux ne pas faire, il faut limiter les repas. Et même qu'on a le droit de manger les repas qu'on a l'habitude de manger, alors à partir de l'après-midi déjà, alors il écrit qu'il vaut mieux ne pas faire de repas, ne pas manger maintenant avec du pain, etc. un repas. Pourquoi? On ne peut pas parce qu'on va pas avoir l'appétit, et alors on ne sera pas apte à avoir du plaisir Shabbat. Maintenant, si il y a un repas sous la mitzvah, quelqu'un a une brit mila, ok, il a une brit mila, c'est un temps qui est fixe et on ne peut pas le bouger. Ou Pidyon Haben. En général, Pidyon Haben, on le fait le soir. Mais bon, c'est pas obligé, il y en a qui peuvent faire aussi le matin. D'accord? Donc il faut faire attention de ne pas fixer des repas vendredi, et si c'est un repas qui est fixe, parce que là, la fin dit qu'on doit le faire, alors on peut le faire. Maintenant, tous les achats qu'on fait pendant la semaine, c'est important, je donne aussi une bonne sensation. C'est qu'à chaque fois qu'on achète une chose pour Shabbat, alors quand on prend la chose, on dit, c'est le Shabbat Kodesh. On prépare ça, on donne l'importance à cette chose-là. Et alors, toute la semaine, elle devient autour de Shabbat. C'est pas qu'on est Shabbat que Shabbat. Toute la semaine, on est un peu en Shabbat. D'accord? Et quand on prépare le manger, il faut savoir, les hommes, ils aiment bien cette mitzvah. Les femmes, elles oublient un peu des fois, mais les hommes, ils aiment bien cette mitzvah-là. C'est qu'il y a une mitzvah de goûter tous les plats du Shabbat. D'accord? Pour savoir est-ce qu'ils sont bien assaisonnés, est-ce qu'il y a du sel, une poivre, tout ce qu'on met dedans. Donc, il y a une mitzvah de goûter les plats du Shabbat. Et maintenant, dans la halakha, il y a écrit que le mieux à faire, même les achats et même les préparations, c'est le vendredi. Bien entendu, aujourd'hui, comme on a dit déjà avant, on ne peut pas beaucoup de manger. On ne peut pas juste il faut, etc. Donc il y a les salades, le pain, etc. Le premier plat, le deuxième plat, le dessert, etc. Donc, il n'y a pas toujours le temps. Mais, il faut faire, il y a des gens qui font tout vendredi, jeudi. Ça, c'est pas bien. D'accord? Si quelqu'un fait tout jeudi, c'est bien parce que
quand on fait vendredi, on montre à tout le monde, tous ceux qui rentrent, on sent que c'est Shabbat. Donc, et tout le monde sait que c'est pour Shabbat. D'accord? Donc, c'est important de donner de l'importance au Shabbat. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire le maximum de préparation le vendredi. Maintenant, même quelqu'un qui est très occupé, même si c'est un Talmid Chacham, toute la journée, toute la semaine, il étudie du matin au soir. Même comme ça, il doit préparer lui-même une partie du Shabbat. Il y a des rabbinim, eux, ils faisaient le balai Shabbat, la veille du Shabbat, ils rangeaient la maison, où ils préparaient une partie du repas. Il y a une des choses qui est écrite dans le livre, c'est une foula pour le Shtambay, pour l'harmonie du couple, c'est que l'homme, il prépare les méros de Shabbat, les bougies du Shabbat, la femme elle va allumer, et donc, il ne faut pas faire trop attention à soi-même, et il faut faire le maximum qu'on peut pour préparer le maximum les de Shabbat. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on a le droit de travailler vendredi? On a parlé de manger, pour faire le minimum. Les préparatifs, le maximum, le vendredi. Est-ce qu'on a le droit de travailler le vendredi? La réponse est, bien entendu, tout le monde sait, oui, on a le droit de travailler. Jusqu'à quelle heure? Faire une chastana, c'est-à-dire 2h30 avant la Shkida, on a déjà plus le droit de travailler avant Shabbat. Pourquoi? Simplement parce qu'on doit se trouver. Il y a écrit que celui qui travaille à cette heure-là, c'est Norvé Siman Bracha. C'est-à-dire qu'il ne voit pas de bénédiction dans cet argent, il va bénir à cette heure-là, il va le faire dans un autre moment, on ne se sert à rien. D'accord? Donc, il faut faire cette attention. De quoi on parle? On parle du travail. Une melacha, c'est une un acte de travail véritable. Et si quelqu'un fait des petites choses à la maison, ça c'est pas un problème. Il laisse ou il coud une chaussette, je sais moi des choses comme ça. Hein. Des petites choses, il n'y a pas de problème. De quoi on parle? Du travail normal. Quelqu'un par exemple qui a un supermarché, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on achète et on vend des autres Shabbat. Donc les gens, ils vont là-bas, ils ont besoin même jusqu'à la dernière minute de prendre de l'huile, du sel, etc. Donc ça, c'est ici que c'est une marloquette, est-ce que c'est différent, mais on sait que le minag, il est de l'Akel, mais même, bien entendu, ces magasins-là, ils vont fermer suffisamment de temps avant pour arriver à la maison avant Shabbat et se préparer. Et Davar Aved, c'est-à-dire des choses que si je ne vais pas les faire maintenant, je vais perdre de l'argent, ou alors je vais perdre cette affaire-là, ou ce client-là. Alors ça, c'est permis. De manière qu'on fera le moed, même Davar Aved, on aura de le faire, alors Erev Shabbat aussi, on aura de le faire. De la même manière, si on veut se couper les cheveux ou se raser, ça on peut faire jusqu'à la dernière minute. Encore une fois, c'est comme les choses qui sont des votes Shabbat, quand il y a un supermarché. Alors, en principe, on a dit qu'il doit s'en avoir, mais il pourrait peut-être rester sur la minute, il est déjà lavé, etc. Mais, donc les choses qui sont des votes Shabbat, ça on peut le faire jusqu'à la dernière minute. De la même manière, de se doucher. D'accord? Il faut faire très attention à des gens qui arrivent à la dernière minute, qui se douchent, etc. Maintenant, le fait de se doucher, il peut y avoir beaucoup de problèmes pendant le Shabbat, on parlera ça plus tard quand on parlera de la douche, mais donc c'est attention d'arriver suffisamment tôt pour se préparer. Maintenant, il y a une loi très importante qui s'appelle Melech Eskelim Muteret de Shabbat. C'est-à-dire, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Si il y a un travail qui se fait de lui-même, tout seul. C'est-à-dire que je vais commencer avant le Shabbat, lui il continue pendant le Shabbat. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Il y a une action qui est faite Shabbat. C'est moi qui l'ai fait. Mais c'est quand même moi qui l'ai commandé. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose avant le Shabbat, qui va engendrer. Et cette action va continuer pendant le Shabbat. Et cette action qui continue pendant le Shabbat, c'est une melacha. C'est un acte qui est interdit pendant le Shabbat. Beth Shammai, il dit, c'est tout, on n'a pas le droit. Si cette action est interdite Shabbat, et même si elle se fait d'elle-même, c'est la chose. Et s'il est dit, c'est permis. Et donc,
La halakha, Shulchan Aruch, c'est permis. Oui? Oh, très bonne question. Je vois quelqu'un qui a posé une question que j'attendais qu'on la pose. C'est, est-ce qu'on peut laisser la télé allumée la veille de Shabbat? Et alors la télé, elle reste allumée tout le Shabbat. Alors, dans une petite minute, je vais parler de cette question-là. Et il faut comprendre, avant d'arriver à la pratique, c'est le principe. Le principe, c'est que moi, je n'ai pas le droit de travailler Shabbat. Mon animal n'a pas le droit de travailler Shabbat. Mes enfants, je dois faire en sorte qu'ils ne travaillent pas Shabbat. D'accord? Je vois quelqu'un qui a répondu déjà à la question sur la télé. C'est vrai. Ce qui est écrit, c'est tout à fait vrai. On va aussi en reparler dans une minute. Et encore une fois, je reviens à mon animal n'a pas le droit de travailler Shabbat, mais mes ustensiles, oui. Il y a écrit que les mandianois, Shocha, Bechamocha, Bavdecha, Ubincha, Ubincha, donc les ustensiles, il n'y a pas écrit. Maintenant, il y a une différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim sur cette chose-là. Et cette différence-là, elle est que j'ai le droit de laisser quelque chose qui va travailler Shabbat s'il ne fait pas de bruit. Pourquoi? Parce que s'il fait du bruit, c'est diluta, abshamilta. Ça fait du bruit et ça fait un manque de respect pour le Shabbat. D'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire que pour les Sfaradim tout sera permis? Non, je vais expliquer. Je vais donner un exemple et après on passe à la télé. Le premier exemple que les poskim parlent, c'est de mettre en route une machine à laver la veille de Shabbat. J'allume la machine à laver la veille de Shabbat et elle va continuer toute seule pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors, la réponse est, pour les Sfaradim, oui. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai fait, la machine est faite. Ah, ça fait du bruit. Les gens, ils entendent. Ok, ça fait du bruit. Mais, pour les Ashkenazim, alors, je ne vais pas dire que c'est interdit, parce qu'il y a des personnes qui disent que si c'est Shabbat Atrak, c'est vraiment on n'a pas le choix. Hein. L'exemple qui est donné dans les poskim, c'est que si un Chayal, par exemple, un soldat, il vient à la dernière minute. Et à la dernière minute avant Shabbat, il a besoin de ses habits, de ses uniformes. D'accord? Donc, dans le principe, pour les Ashkenazim, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est l'ustensile lui-même qui travaille, mais il fait du bruit. Donc, ça fait un peu du zoul, ça fait un peu manque de respect pour le Shabbat. Et donc, ça sera interdit. Si on n'a pas le choix, alors encore, ça sera permis. Maintenant, pour la télé et la radio, ça, il faut faire la distinction de deux choses. Un, est-ce que c'est en Israël? Deux, ou alors est-ce que c'est en Koustan? Est-ce que c'est en diaspora? Si c'est en Israël, on a un grand problème. Pourquoi? Parce que tous ceux qui commencent sur la télé et la radio, c'est des juifs. Donc, quand moi j'allume la télé, Ani Metsayer, l'idée, on voit Avera, j'aide ces juifs-là à transgresser le Shabbat, donc de toutes les façons, ça. Maintenant, même, alors tu dis, oui, mais moi j'ai les cas. Donc, je regarde même les goïms qui font. Je regarde que France 2, c'est chez moi qui est comme chaîne, d'accord? Ou alors je suis en diaspora, je suis en France, je suis en Belgique, je suis en Suisse, ceux qui travaillent là-bas, c'est les goïms. Je m'en fous? Non, non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que comme ce que M. Mir Ashkenazi a écrit, d'accord? Il reste quand même du Shabbat. C'est-à-dire que toutes les poskim qui permettent, même les Sfaradim, les poskim qui permettent, comme ce qu'on vient de dire, toutes les mêmes choses qui font du bruit, ça, c'est vraiment diluta. C'est vraiment, c'est enlever toute l'âme du Shabbat. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple. Vous savez que, par exemple, on a le droit d'utiliser, avant Moshe Feinstein, par exemple, il a interdit d'utiliser la musique. Et dans l'explication pourquoi il interdit, il dit, c'est pas parce que c'est interdit vraiment dans la halakha. Il dit, parce que si tu utilises le mitri maintenant, tu peux transformer tout ton Shabbat en Yom Tov. Et maintenant, les poskim, les décisionnaires, ils n'ont pas accepté ça. D'accord? Et ils ont permis d'utiliser un mitri. Mais l'idée, elle est certainement vraie. Et bien entendu, si c'est la télévision ou la radio, ça, tous les poskim décisionnaires, ils sont unanimes à ce sujet-là. Et ça, c'est vraiment un dilzoul du Shabbat. Et donc,
c'est interdit et on n'a pas le droit de laisser la télé ou la radio allumée. Même, par exemple, si quelqu'un, je ne sais pas si ça existe encore, mais enfin, à mon époque, il y avait des cassettes, comment ça s'appelle, il y avait des disques. Je ne sais pas si on peut faire ça, mais sûrement qu'on peut faire ça. On peut programmer, d'enregistrer. Alors, si la télé elle est éteinte, et c'est des goïs qui font, et ça enregistre, ok, ça c'est autre chose. Ça c'est Menachem, ça c'est le travail d'un ustensile, et il n'y a pas de zilzoul, de manque de au Shabbat, alors ça c'est terminé. Mais si ça reste allumé, et que ça fait du bruit, et que tout le monde voit que chez moi la télé ou la radio est allumée, alors c'est interdit. C'est important de savoir que, par exemple, heureusement en Israël, des fois, on a des temps de guerre, ou d'attentats, ou de missiles, etc. Et donc, c'est important d'avoir la radio allumée. Parce que c'est la radio qui dit c'est une alerte rouge qu'on doit se protéger, on doit rentrer dans les endroits protégés, etc. Donc, dans le chef, il est écrit là-dessus, et c'est comme ça que tout le monde sait, parce qu'il n'y a pas de choix, c'est que, alors on laisse la radio allumée, mais à très bas niveau, que vraiment seulement quand on entendra l'alerte, alors on saura qu'il y a une alerte. Mais sinon, on ne peut pas le faire. Là, c'est vrai que d'après ce petit quoi, même pêche, et même là, ils n'ont pas dit qu'on peut laisser allumer et on fait ce qu'on veut. Non, on laisse allumer à bas niveau, comme ça, s'il y a une alerte, alors on le sait. Maintenant, de la même manière, quelqu'un qui veut laisser allumer et qui veut mettre en route un réveil, d'accord? Donc moi je mets le réveil avant le Shabbat, et il va sonner pendant le Shabbat. Alors, il n'y a pas de problème. Ah, vous allez me dire, ouais, mais il y a deux signes, ça fait du bruit. Non. Alors, il faut faire la distinction entre deux sortes de réveils. Si c'est un réveil mécanique avec, on appuie dessus avec le sort, d'accord? Alors, ça, on a même le droit de l'éteindre, Shabbat. Donc, ce que je viens de faire, j'ai juste empêché que ça continue à sonner. D'accord? C'est pas quelque chose qui est mis électrique, rien du tout. Juste, j'appuie et j'arrête de sonner. Donc, ça ne fait pas vraiment du bruit, c'est que quelques minutes. Mais même si ça faisait du bruit, c'est pas grave. Même si c'est un réveil qui est électrique, même ça on a le droit de le mettre, même pour le rester. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit, c'est que Abshamilta, c'est un manque de respect pour Shabbat. Si j'ai mis la machine à laver avant Shabbat, les gens ils viennent, ils entendent, ils ne savent pas quand c'est déjà allumé. Donc ils se disent, ah, Shabbat, on fait marcher la machine. C'est pas joli. Mais le réveil, c'est quoi un réveil? C'est tout le monde sait qu'on l'a mis avant déjà. Donc c'est clair que ça n'a pas été mis Shabbat. Et en plus, à part ça, c'est pas une mélacha. On n'a pas le droit de faire un bruit d'une mélacha, d'un acte qui est interdit. Un réveil, c'est pas une mélacha, c'est pas un acte interdit. C'est juste un bruit. Donc, même pour les Ashkenazim, il n'y a pas de problème de mettre en route un réveil avant le Shabbat. Maintenant, est-ce qu'on aurait le droit de mettre en route un micro avant le Shabbat? Alors la réponse est bien sûr que non. Si les réformés ont fait ça, ils ne font pas ça avant le Shabbat, ils font pas pendant le Shabbat. Et même disons que c'était fait avant le Shabbat, ça serait aussi interdit. Parce que comment ça marche un microphone? C'est qu'à chaque voix, son que je fais, alors ça fait des changements d'intensité électrique dans le microphone, et c'est ça qui amplifie à l'intérieur. Et donc, ça, tous ces changements-là électriques qui sont interdits, et voilà, mais c'est donc interdit, et donc on n'a pas le droit de faire un Shabbat, et bien entendu, les questions aussi, que c'est un manque de respect pour le Shabbat, donc il faut faire attention. Ok. Une des choses primordiales et essentielles et très importantes, bien entendu, Shabbat, c'est de manger.
D'accord? Et se manger là, pour qui, avec les Taraïm, eux, ils mangeaient froid. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Taraïm en Israël, ils mangent froid à Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, l'autre débat, on n'a pas le droit d'avoir aucun feu allumé Shabbat, donc il n'y a pas de feu, il n'y a pas de rien qui les réchauffe, ils sont dans le noir, etc. Et nous, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui ne mange pas chaud, alors c'est un renégat. C'est comme s'il n'acceptait pas la Torah orale et expliquait que l'autre débat ouvert, on n'a pas le droit d'allumer Shabbat. Mais si, de la même manière qu'on a dit qu'on a le droit de faire un acte qui commence avant Shabbat et continue Shabbat, de la même manière, si je mets mon plat sur la plaque avant Shabbat et elle continue à se cuire, c'est interdit Shabbat. Oui, mais c'est pas moi qui cuit, c'est la plaque qui cuit. Moi, je ne fais rien du tout. D'accord? Donc, j'ai le droit de mettre avant Shabbat. Maintenant, très important, avant de continuer avec la plaque, je vais juste dire un mot sur ce qui s'appelle sur le bichoul iti. Ça veut dire, comment on appelle ça en français? Slowly cook. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est une marmite comme ça, avec un bouton au milieu, et qu'elle cuit doucement. D'accord? Elle cuit ce qui est à l'intérieur doucement. Donc, en général, on met là-bas la dave ou le tchoum, ou ce que c'est, chacun ce qu'il met là-bas, et ça cuit pendant des heures et des heures. Et samedi matin, on mange ce qui est là-bas. Maintenant, donc maintenant, le minag est que les gens utilisent ça. Donc, il faut savoir hein, que le Shlomo Auerbach, lui, il a interdit. Il dit que c'était Asmana. Moi, je peux expliquer maintenant c'est quoi Asmana, on verra peut-être ça plus tard, hein. C'est un peu compliqué. Quand il en soit, il ne voulait pas permettre, il a aussi écrit qu'il ne veut pas interdire. Pourquoi? Parce que comment il va interdire quand il voit que tout le monde utilise ça? Donc, ok, celui qui veut être marmé ne pas utiliser ça, ça va à la bracha, mais le minag est que l'habitude est qu'on utilise oui cette chose-là, encore une fois, pour le même principe, la même raison, que ce qui est fait par des ustensiles Shabbat, pas de problème, moi j'ai bien fait, c'est les ustensiles tout seul, il n'y a pas de problème. On revient à la plaque. Et maintenant, pour comprendre tout ce qui a trait à la cuisson Shabbat, je vais faire une introduction de 1 minute et on va comprendre beaucoup de halachot qui ont trait après. Tout ce qui a trait à la cuisson Shabbat, moi je dois vérifier 3 choses à chaque fois. S'il y a une de ces choses, c'est un saut, c'est pas grave de le faire. Si ces 3 choses ne sont pas là, j'ai le droit de le faire. 1. Est-ce qu'il y a un risque, je vais lever le feu? Il y a une température, puis il y a un bouton, je peux tourner le bouton, etc. Ou alors, si c'est un four, par exemple, avec des cendres, des braises, que je vais rajouter des bois, etc. Et je peux augmenter le feu, c'est la première chose pour vérifier. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un interdit de cuisson à Shabbat dans cette chose-là? Parce qu'on va voir qu'il y a des choses que, par exemple, il n'y a pas d'interdit de cuisson, donc même s'il y a un risque, ok, mais il n'y a pas d'interdit de cuisson. Et troisième chose, est-ce que ça a l'air d'être une cuisson? Je répète, est-ce qu'il y a un risque d'augmenter le feu? Est-ce qu'il y a un problème de cuisson à Shabbat? Est-ce que ça a l'air d'être une cuisson? Je vais vous donner un exemple tout de suite de la plaque, et vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Quand je mets quelque chose sur la plaque, avant Shabbat, mais pas seulement avant Shabbat, si avant Shabbat, il n'y a pas de problème, on l'a déjà dit déjà. Mais même si je mets pendant Shabbat, est-ce que je dois mettre des choses sur la plaque pendant Shabbat? Vérifions. 1. Est-ce qu'il y a une possibilité de lever le feu sur la plaque? Non, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout.
D'accord? Donc, il n'y a pas de possibilité de lever le feu. Deux, est-ce que il y a une cuisson? Ça dépend. Si par exemple, c'est quelque chose qui est sec et qui a déjà été cuit, on a une règle. Un bichoul, achar bichoul. C'est-à-dire qu'après qu'une chose a été cuite, on ne peut pas la recuire. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on peut la recuire. Mais ça ne s'appelle pas une cuisson. Ça ne s'appelle pas une cuisson qui est interdite de Shabbat. Parce qu'il a déjà été cuit. Et ça, c'est que dans des choses qui sont secs. C'est-à-dire, si par exemple, je prends du riz, ou schnitzel, ou il n'y a pas toutes sortes de choses qui sont secs, alors, qui ont déjà été cuites, et je les mets sur la plaque, je n'ai pas de cuisson. Donc, toujours pas de problème. Il n'y a pas de possibilité de lever le feu, et il n'y a pas de cuisson. Bien entendu, si je mets par exemple une soupe, là je ne peux pas. Pourquoi? C'est parce qu'on a dit que dans les choses secs, il n'y a pas de cuisson après cuisson. Et dans les choses qui sont liquides, il y a oui une cuisson. Donc, même si j'ai déjà cuit, je peux recuire. Et donc, pas le droit. Donc, je n'aurai pas le droit de mettre ça sur la plaque Shabbat, bien qu'il n'y a pas de possibilité de lever le feu. On a dit, il suffit qu'il y ait une des trois choses, et j'ai déjà plus le droit. Donc, si par exemple c'est du riz ou des schnitzel, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que, un, je ne peux pas lever. Deux, il n'y a pas de cuisson. Troisième chose, ça c'est très important, que ça a l'air d'une cuisson. Alors, est-ce qu'on a l'habitude de cuire sur une plaque? Est-ce que quelqu'un qui va me voir mettre quelque chose sur une plaque et dire ah, il est en train de cuire, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Les gens n'ont pas l'habitude de cuire sur la plaque. Donc, pour les Sfaradim, c'est permis. Voilà. Parce que les Sfaradim ils disent la plaque. En fait, j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai. Je n'ai rien avec les Sfaradim en fait. Parce que les Sfaradim et les Ashkenazim, il faut savoir que ce n'est pas sur de nouvelles choses. C'est de nouvelles choses. Parce que des fois, oui, mais ça dépend. Parce que c'est basé sur les différences entre le Mechaber et le Réma, entre le Shulchan Aruch et Rabbi Moshe Isserlis de l'Ashkenaz. Mais, je veux dire, les poskim, les décisionnaires en général, Sfaradim, comme le Rav Yosef, mais c'est pas tous. Parce que par exemple, Rabbi Shalom Essas, lui, il disait comme les Ashkenazim, qu'il y a Mirvek et Mevachef, que ça a l'air d'une cuisson. Alors quoi? Alors ça ferait des choses rien sur la plaque Shabbat? Si, mais il faut que je fasse en sorte que c'est pas l'air d'une cuisson. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, pour les Ashkenazim, si je mets des choses Shabbat, il faut mettre sous le plat, et je vais mettre maintenant, ou comment ça s'appelle, une grille fine, ou un plateau à l'envers, ou une marmite à l'envers, etc., etc. Et bien entendu, quelqu'un qui va me voir mettre sur une marmite, personne ne va dire ah, il est en train de cuire. Quelqu'un qui va me voir en train de mettre sur une grille, personne ne va dire qu'il est en train de cuire. Donc, même pour ceux qui font comme les Shmirat Shabbat et Khatan, les Ashkenazim, et ils veulent mettre sur la plaque Shabbat des choses secs, ils peuvent, s'ils mettent ça sur quelque chose en dessous. Et alors, la possibilité d'augmenter le feu, il n'y a pas de cuisson, c'est sec, et ça n'a pas l'air d'être une cuisson, donc il n'y a pas de problème. Et maintenant, avant que vous continuiez, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez faire marcher votre microphone. Ou alors par chat, sinon, on continue. Pas de questions? Ok. Maintenant, donc, j'ai mis sur la plaque, avant Shabbat, une seconde. D'accord. Donc, j'ai mis sur la plaque avant Shabbat tout ce que j'avais envie de mettre. On a dit, il n'y a pas de problème, ça va. Michel en médecin dit que la meilleure chose à faire pour avoir le pain avec le pain, c'est de toute façon de recouvrir. C'est aussi bien pour les femmes
Montrer Shabbat pour pas se casser la tête à des choses qui vont déborder, qui vont faire la plaque. On peut recouvrir avec de l'aluminium la plaque, comme ça, hein, c'est plus pratique. Et il y en a qui disent aussi que ça suffit pour le fait de dire que ça n'a pas l'air d'une cuisson. Parce que personne ne vit sur de l'aluminium, donc ça n'a pas l'air de cuisson. Ok? C'est quand même quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, comme ça, en disant de ça. Maintenant, j'ai mis le plat avant Shabbat. Maintenant, je me lève le matin et je vois, ça a commencé à brûler. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de soulever cette marmite et mettre une marmite à l'envers en dessous. Comme ça, ça ne continue pas à être tellement chaud et ça ne continue pas à brûler, mais ça reste chaud. Le problème, il faut savoir, ça faire très attention, si ça reste longtemps comme ça peut brûler. Quand ça reste à une température qui n'est pas suffisamment chaude, quand même chaude, alors ça tourne très vite, et donc il faut faire très attention. Deuxième possibilité, c'est est-ce que j'aurai le droit de prendre le concombre, le bouilloire avec l'eau bouillante et de verser dans la marmite qui est sur la plaque de l'eau chaude. Ça, c'est la question. Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille ou je n'ai pas le droit de faire une chose pareille? Alors, là, justement, les Sfaradim, ils sont plus marqués. Le Shulchan Aruch, il dit que Yesh Limchot, ceux qui font ça, il faut leur dire que c'est pas bien. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas que c'est interdit, il dit qu'il faut leur dire que c'est pas bien. D'accord? Et le Rav Chef, il a aussi tranché là la façon comme ça, qu'on n'a pas le droit de verser de l'eau chaude à l'intérieur de ce plat pour faire en sorte qu'il ne brûle pas. Mais, les Ashkenazim, mais ce n'est pas seulement les Ashkenazim, parce qu'il y a aussi plusieurs nord-africains qui font aussi comme ça, que tant que l'eau est encore chaude, cette eau, mais bien sûr elle est bouillante, alors on a le droit. Pourquoi? Parce que je ne fais rien du tout. L'eau elle était bouillante, et elle reste bouillante. D'accord? Pour les Ashkenazim, c'est encore plus facile, parce que même, ils permettent même, tant que l'eau est encore un peu chaude, même si elle n'est pas bouillante, ça suffit. D'accord? Donc, pour les Ashkenazim, ça suffit de mettre de l'eau qui encore est chaude, même si elle n'est pas bouillante, et l'essentiel, parce que pourquoi? Parce qu'on dit que, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est quelque chose qui est liquide. Alors, même s'il a déjà été cuit, il peut être recuit, ok? Mais il peut être recuit quand il est devenu froid. Et s'il est encore chaud, il est encore cuit. Il n'y a pas besoin de le recuire. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est permis et qu'il n'y a pas de problème. Bien entendu, tout ça c'est bien, c'est sur la plaque. Maintenant, si je prends quelque chose de la plaque, que je dois de le remettre sur la plaque après pendant le Shabbat, alors, si c'est quelque chose de safe, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que je le remets depuis le début de le mettre sur Shabbat, pendant Shabbat, sur la plaque. C'est pas de problème. Mais ma question, ça sera, si c'est liquide, je l'ai dans les mains, est-ce que j'ai le droit de la remettre? D'accord? Alors, ma réponse, elle est que, il faut faire très attention. Si j'ai dans les mains, bien entendu, il faut pas attendre une demi-heure avant de la remettre parce que ça va devenir froid, et alors tu recuis. On a dit que ça, si un des trois choses c'est que tu vas cuire, alors là tu cuis, donc c'est interdit. Donc que ce soit encore chaud, d'accord, bouillant. Il faut que je ne l'ai pas mis sur un autre endroit. Encore une fois, pour les Ashkenazim qui disent qu'il y a un problème de mirzek et de Rachel, ça a l'air d'être une cuisson. Donc il faut faire attention, et que je l'ai encore dans la main. Alors je peux le remettre, et il faut aussi avoir l'intention. S'il manque une de ces choses-là, alors on ne peut pas le remettre, il faudra le manger. Alors, on a fini le premier sujet, et on passe au sujet prochain. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, des questions?
Bon. Alors, la question, est-ce qu'il y a moyen de mettre quelque chose avec de la sauce le matin sur la plaque? Alors, c'est une marloquette entre les décisionnaires. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit Kol davar sheyesh bo rotev. C'est-à-dire, toute chose qui a de la chose dedans, c'est-à-dire qu'il y a du liquide à l'intérieur, c'est interdit. Mais je vais expliquer parce qu'il y a toutes sortes de différences là-dessus. Donc, ce que je vous dis là, par exemple, c'est Rabbi Shalom Etzat, lui comme ça il a compris. Comme d'abord, chez Yesh Boroter, tout ce qu'il y a de sauce, on n'a pas le droit de mettre. Rabbi Shalom ne dit pas comme ça. Rabbi Shalom dit qu'on va d'après le rôle. C'est-à-dire, si j'ai un plat énorme où il y a plein de boulettes et un petit peu de sauce, il n'y a pas de problème. La majorité c'est sec, on a le droit de les mettre. D'accord? Si c'est juste une minorité de sauce, c'est pas de problème. Ça, c'est pas différent de ce que la vie n'est pas. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut attention. De quelle sauce on parle? Le Shulchan Aruch, dans la loi de Shabbat, 78, la loi 16, la loi 16, il dit que une sauce qui est kroucha, c'est-à-dire qui est devenue solide. Là, vous savez, quand par exemple vous laissez par exemple du poulet ou du poisson, vous le laissez même dehors, pas dans le réfrigérateur. Alors, l'huile et la sauce, elle va devenir comme une gelée comme ça. Donc c'est plus du liquide. Et le Shulchan Aruch dit que si on a une fanda, on a une sorte de pain comme ça, il y a de la sauce qui est gélifiée. Et quand je vais la mettre sur à réchauffer, elle va devenir liquide. Mais c'est pas grave. Si maintenant c'est comment ça s'appelle? C'est gélifié, alors ça s'appelle sec et il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pour les Sfaradim seulement. Le Ashkenazim, le Réma dit que il faut faire attention. Faire attention à ça, il ne faut pas. Maintenant, il faut savoir encore une chose très importante, très importante dans les Ilchot Shabbat, c'est que bon, on en parlera plus tard aussi en long, mais en deux mots, que une chose qui a été faite des Issou Shabbat, c'est quelque chose qui a été fait de manière interdite Shabbat. Alors c'est interdit de prendre du plaisir de cette chose, mais c'est ça, que dans des choses où il y a un changement dans le corps de la chose. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un il est venu, Shabbat, il a voyagé avec la voiture. On n'a pas voyagé avec la voiture. Il est venu chez moi et il a amené des biscuits, des bambas, des chips, etc. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir transgressé Shabbat en voyageant, ça fait un changement dans cette nourriture? Non. Donc, le Sharat Afra, le Biur Halacha, il dit qu'on peut utiliser ça. Il vaut mieux pas, mais si on a besoin, on peut utiliser cette chose. S'il y a eu un changement, alors, on a dit qu'une chose qui a été faite Shabbat, c'est interdit d'avoir du plaisir. Mais cet interdit-là, il n'est qu'un interdit de Rabbanan. Je crois que grave, c'est aussi de Rabbanan, c'est plus grave. Mais comme c'est un interdit de Rabbanan, toute chose, il y a une machloquette, ça veut dire qu'il y a une divergence entre les décisionnaires, alors, si ça a déjà été fait, et qu'il y a des décisionnaires qui disent que c'est permis, bon, de toute façon, je serai permis. Parce que c'est un fait des Rabbanan. Est-ce que j'ai le droit d'avoir du plaisir de ces choses-là?
c'est rien qu'un issur de Rabbanan, c'est rien qu'un interdit de Rabbanan. Et cet interdit de Rabbanan, s'il y a des postim qui disent que c'est pas du tout un interdit, c'est-à-dire que j'ai le droit de mettre, d'après certains postim, cette chose-là avec un peu de sauce. Donc, si j'ai déjà mis en tout cas, tout le monde est d'accord, j'ai le droit de le manger Shabbat, d'avoir du plaisir Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est rien qu'un fait des Rabbanan. Mais, si c'est quelque chose que tout le monde est interdit, ça c'est un problème, ça, on verra plus tard. Vous avez compris? Alors. Et encore une halakha, qui a trait à ça, c'est est-ce que j'ai le droit d'utiliser un thermos Shabbat? Alors, bien entendu, avant Shabbat, bien sûr, j'ai le droit, et puis encore une fois, moi je ne sais pas du tout, je viens là avant le thermos. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire ça pendant Shabbat? Et la question, c'est de savoir est-ce que ça ne s'appelle pas atmana, c'est-à-dire est-ce que ça ne s'appelle pas que je mets cette eau chaude dans un endroit qui va tenir eau chaude. Alors, je ne dois pas rentrer dans le détail, mais les positives me disent qu'on a le droit. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention à la chose suivante. Plus que j'ai le droit de mettre de l'eau chaude dans un thermos. J'ai le droit. Et la réponse principale, la raison principale, c'est parce que c'est un cliché. Pour le cliché, il n'y a pas de problème de mettre de l'eau chaude. Le problème, c'est que par exemple, si je veux faire du thé Shabbat, d'accord? Alors, le thé, c'est calé à boucher. C'est quelque chose qui se cuit très vite. Donc même en cliché, alors il se cuit. Ah, pardon. Bonne question. Il y en a beaucoup. Cliché, alors, Klirishon, c'est-à-dire c'est le premier ustensile. C'est l'ustensile dans lequel j'ai cuit, qui était sur le feu. Ça, c'est Klirishon. Et cet ustensile-là, il cuit. C'est-à-dire que si je vais rentrer quelque chose dans un Klirishon, dans un premier ustensile, même s'il est pas encore, il est déjà plus sur le feu. Mais il est encore bouillant. J'ai rentré quelque chose dedans, c'est comme si j'ai cuit Shabbat. Mais ce n'est pas sur le feu. Pourquoi? Parce que cet ustensile est bouillant. Klirishon, un deuxième ustensile, c'est-à-dire que j'ai pris cette marmite, j'ai versé dans un autre ustensile. Ce qui est à l'intérieur, c'est bouillant. Mais les parois de ce deuxième ustensile, ils ne sont pas chaudes. C'est la différence. Dans le premier ustensile, même s'il est plus sur le feu, l'ustensile lui-même, il est bouillant. Donc quand je vais rentrer quelque chose, il a encore la force de le cuire. Un deuxième ustensile, un cliché, vu que les parois ne sont pas chaudes, même si à l'intérieur c'est chaud, même si je rentre quelque chose à l'intérieur, ça ne va pas être cuit. Sauf les choses qui sont calées à bichou, qui se cuisent très rapidement, comme du thé. C'est-à-dire que même si je mets de l'eau dans un, je prends, bien entendu, je n'ai pas le droit de faire cuire du thé pendant Shabbat. Mais par exemple, je prends de la bouilloire, je viens dans mon verre. Est-ce que j'ai le droit de mettre le thé? Le thé, c'est calé à bichou, ça se cuit très vite. Donc même dans le cliché, je ne peux pas le mettre, parce qu'il va se cuire même si les parois ne sont pas chaudes. Mais, cliché, c'est-à-dire que si je vais verser du deuxième verre au troisième, c'est pas du premier verre, pardon, de la bouilloire au verre, et du verre à un autre verre, au milieu d'être un verre au milieu, hein, ça peut être une carafe ou n'importe quoi, l'essentiel c'est que ce soit un troisième ustensile, alors là ça ne cuit plus du tout, même le calé à bichoul, même les choses qui se cuisent, c'est vu. Et, faites attention. Tout ça, c'est bien dans des ustensiles normaux. Mais, si je vais utiliser maintenant un thermos, alors le thermos, c'est quoi sa particularité? C'est que, un, il tient au chaud, deux, ses parois, elles tiennent au chaud. C'est-à-dire que même si c'est un deuxième ustensile, il est comme un premier ustensile. Donc, bien, même si le pli shlishi, c'est-à-dire que
j'ai fait passer l'eau de la bouilloire à une carafe et de la carafe au thermos. Le thermos, lui, il tient l'eau chaud. Donc, les parois, elles restent toujours chaudes. Donc, ça va quand même cuire. Donc, ce que j'ai le droit de faire seulement, c'est de mettre de l'eau là-bas. Ça va de cuire là-bas. Je vais mettre des choses à l'intérieur pour faire du thé ou des choses comme ça, ou du café. Mais, je peux garder l'eau au chaud et utiliser cette eau pour verser après dans des verres. Ils sont déjà... J'ai un ustensile, c'est un ustensile, ça c'est le plus important. D'accord? Mais l'essentiel, c'est que je ne cuis pas à l'intérieur du thermos. Compris? Donc, alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. S'il y a des questions, je serai très content de vous répondre. Sinon, je les note. Et je verrai la chaîne prochaine. Ja. Alors, copie? Oui. Ah, ok. Non, juste la dernière phrase, on n'a pas entendu. Alors, j'ai simplement dit que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on se retrouve à la même jour, à la même heure, et que s'il y a des gens qui ont des questions sur les 3 Shabbat, je vous à la fin de les préparer, et on sera un plaisir d'étudier ensemble. Bezrat Hashem, merci beaucoup pour nous faire à tous de l'or dans les Ilchot Shabbat qui sont vraiment tout un monde, comme il m'a une fois été dit, comment j'ai appris la Yeshiva, apprendre une Ilchot Shabbat directement sous la forme finale dans une Shmirat Shabbat Ilchata, c'est comme apprendre un annuaire téléphonique par cœur. C'est vraiment impossible. Il faut les apprendre d'une façon beaucoup plus générale, beaucoup plus systématique, pour comprendre du début des Melachot, voir les catégories, etc. Et lentement descendre dans les détails et rentrer dans la pratique commune. Donc, merci beaucoup. Et Bezrat Hashem, effectivement, on se verra la semaine prochaine. Il n'y a pas de quoi. Et Shavuot Tov, je te retrouve. Encore, à bientôt. Comme tout.